La clameur monta dès qu'elle mit le pied dans le hangar. « Sors d'ici, petite, ce n'est pas ta place !» Les 10 mécaniciens rirent bruyamment en la dévisageant, pointant du doigt la moissonneuse-batteuse de 3 millions d'euros, immobilisée depuis 2 jours. Lorsque le millionnaire arriva et entendit qu'une humble jeune femme osait demander ce qui n'allait pas avec la machine, il lança un défi cruel devant tous. « Si tu la répares en 12 minutes, je te donne 50 000 euros. » Mais ce qu'elle fit dans les secondes qui suivirent laissa tout le monde sans voix et fit que le propriétaire lui-même la regarda comme s'il avait vu un fantôme. « Cher ami, n'hésite pas, hein ? Abonne-toi à la chaîne et dis-nous en commentaire de quelle région de France tu suis cette histoire. » Daniel vivait sur ces terres rouges de l'intérieur d'une région rurale du sud-ouest de la France, où le soleil tape fort pendant la journée et les nuits sont glaciales à fendre l'âme. Elle habitait avec ses parents dans une petite maison modeste, faite de bois et de briques, entourée de champs de soja qui s'étendaient à perte de vue, mais cette terre, ces 5 hectares où la famille Dubois cultivait son potager de subsistance et élevait quelques poules, ne leur appartenaient pas réellement. Ils y travaillaient, y vivaient, mais toujours avec la crainte d'être un jour expulsés. La vie de Daniel avait été marquée par la privation dès son plus jeune âge. Pendant que son frère Marc, de 3 ans son aîné, allait chaque jour à l'école du village, portant son cartable usé et ses petits cahiers, elle restait à la maison, aidant sa mère Valérie à laver le linge au lavoir, à préparer la nourriture au feu de bois, à balayer le sol en ciment brut. « Ma fille, pas besoin d'études !» disait son père, Valère Dubois, d'une voix rauque d'homme ayant travaillé toute sa vie sous le soleil. « Tu dois apprendre à tenir la maison, à être une bonne épouse. » Mais Daniel gardait un secret que même sa mère ne connaissait pas entièrement. Toutes les nuits, après que Valère et Valérie s'étaient endormis, après que les grillons commençaient leur symphonie nocturne et que la lune éclairait faiblement la petite chambre qu'elle partageait avec son frère, Daniel allumait une petite bougie et prenait en cachette les cahiers de Marc. Les yeux lui piquaient de fatigue et son cœur battait fort de peur d'être découverte. Elle copiait chaque leçon, chaque mot, chaque problème de mathématiques. Elle mémorisait les lettres, répétait doucement les syllabes, résolvait les problèmes de tête et ainsi, seul, éclairé seulement par cette flamme vacillante, Daniel apprit à lire, à écrire, à calculer. La découverte survint un dimanche soir, alors que la famille était réunie dans la pièce qui servait de salon. Valérie avait reçu en cadeau de la propriétaire du domaine une vieille Bible à la couverture de cuir usé et aux pages jaunies. Valère feuilletait le livre avec difficulté, ses yeux fatigués, sans parvenir à déchiffrer les petites lettres. « Quel est ce verset ici, Valérie ?» demanda-t-il, montrant une page. Daniel, qui était assise dans un coin en train de raccommoder une chemise de son père, regarda la Bible et sans réfléchir, sans se rendre compte de ce qu'elle faisait, lut à voix haute « Heureux les doux, car ils hériteront la terre ». Le silence qui s'installa dans cette pièce fut lourd comme le plomb. Valère tourna lentement la tête, ses yeux s'écarquillant de fureur. « Comment sais-tu lire ?» cria-t-il, se levant d'un bond. « Comment sais-tu lire ?» Daniel figea, l'aiguille encore entre les doigts, réalisant trop tard l'erreur qu'elle avait commise. « J'ai appris toute seule, papa. En regardant les cahiers de Marc, Valère ne la laissa pas terminer. La raclée fut dure, les mots encore plus. Désobéissante, menteuse, une femme qui sait lire devient orgueilleuse, elle oublie sa place. Daniel fut interdite de sortir de la maison pendant 3 semaines. Mais ni cela, ni la douleur physique, ni les larmes versées sur son oreiller ne purent éteindre cette soif de connaissance qui brûlait en elle. Quand elle put enfin sortir de nouveau, Daniel découvrit son refuge, sa véritable maison, le hangar à machines du domaine agricole Sainte-Claire, propriété de l'agriculteur Olivier Mercier, situé à environ 2 kilomètres de la maison familiale. C'était un endroit immense, avec de hauts plafonds, une odeur de graisse et de gazole, où étaient rangés des tracteurs, John Deere verts et jaunes rutilants, d'imposantes moissonneuses-batteuses, cases IH rouges, des pulvérisateurs automoteurs Jacto
qui ressemblaient à des vaisseaux spatiaux. Et là, parmi ces géants de métal et de technologie, travaillait Monsieur Henry. Monsieur Henry avait 78 ans lorsque Daniel le rencontra. Un homme petit et maigre, aux mains calleuses et tachées de graisse, qui ne s'en allait jamais complètement de sous les ongles. Il portait toujours une combinaison de travail bleu délavé, une casquette sale avec le logo John Deere, et avait cette allure tranquille de ceux qui ont vu le monde entier passer. Monsieur Henry était autodidacte. Il avait appris la mécanique seul depuis son enfance, lorsqu'il travaillait dans un atelier à Agen dans les années 1950. Plus de 50 ans d'expérience en machines agricoles, moteurs diesel, systèmes hydrauliques, transmission PowerShift, injection électronique. Daniel commença à visiter le hangar en cachette de son père. « Monsieur Henry, pourriez-vous m'apprendre des choses sur ces machines ?» demanda-t-elle la première fois, ses yeux pétillants de curiosité en voyant une moissonneuse-batteuse démontée. Le vieux mécanicien regarda cette jeune fille chétive, aux cheveux blonds décolorés par le soleil, aux vêtements rapiécés, pieds nus. « Ma petite, ton père ne va pas aimer ça. Je sais, monsieur Henry, mais je veux apprendre, s'il vous plaît. » Il y avait quelque chose dans ses yeux, une détermination, une intelligence que le vieux mécanicien reconnut immédiatement. « D'accord, mais si ton père vient ici en colère, je dirai que tu ne faisais que balayer le hangar, compris ?» Et ainsi commença la véritable éducation de Daniel. Monsieur Henry était un professeur né, de ceux qui enseignent non seulement quoi faire, mais aussi le pourquoi de chaque chose. Eh bien, ma petite, voici le moteur FPT Cursor 13, 6 cylindres en ligne, 571 chevaux. Tu sais ce qu'est la puissance ? Et Daniel absorbait tout comme une éponge sèche dans l'eau. Elle apprit les systèmes de transmission PowerShift à 16 vitesses, les vannes de contrôle hydraulique qui opéraient à 3200 PSI de pression, les capteurs électroniques de rotation et de température, les turbos à géométrie variable, les différentiels à blocage électro-hydraulique. Monsieur Henry donna à Daniel une combinaison de travail bleu clair qui avait été la sienne dans sa jeunesse. Celle-ci est rangée depuis 40 ans. Ma petite, ta mère pourra l'ajuster aux coutures pour toi. Valérie, qui soutenait secrètement sa fille mais craignait son mari, ajusta la combinaison avec tendresse, la resserrant à la taille, raccourcissant les manches, faisant des ourlets aux jambes. Daniel portait cette combinaison comme un uniforme de guerre, avec une paire de gants blancs qu'elle gardait toujours propre, rangés soigneusement dans un petit sac en plastique. « Ma petite, tu as le don », disait monsieur Henry, en lui apprenant à identifier au son quel cylindre d'un moteur était défaillant. « Mais fais attention à ton père, il ne comprendra pas. Rentre à la maison avant la tombée de la nuit. » Et Daniel rentrait, elle rentrait toujours, mais portant dans sa tête des numéros de pièces, des spécifications techniques, des pressions hydrauliques, des séquences de diagnostic. Elle mémorisait tout avec une facilité qui impressionnait le vieux mécanicien. « Cette jeune femme ira loin un jour, pensait monsieur Henry, si la vie le permet. Mais la vie, chers amis, ne le permet pas toujours. Les années passèrent, apportant des changements douloureux. Valérie, la mère de Daniel, commença à se sentir mal. À 58 ans, elle fut diagnostiquée avec un diabète avancé et des problèmes cardiaques. Elle avait besoin de médicaments coûteux, de consultations en ville, d'examens que la famille n'avait pas les moyens de payer. Valère, maintenant âgé de 65 ans, était trop vieux pour le travail pénible. Son dos courbé, ses genoux enflés, ses mains tremblantes dénonçaient des décennies de travail qui avaient consumé sa force. Marc, le frère de Daniel, avait 24 ans et était fatigué. Fatigué de la pauvreté, fatigué de la vie dure à la campagne, fatigué de voir ses parents souffrir sans pouvoir les aider. Un matin de janvier, il prit simplement un sac à dos, y mit ses quelques vêtements, et partit pour Bordeaux sans prévenir personne. Il laissa un mot. « Je vais tenter ma chance dans la capitale. Quand j'aurai de l'argent, je vous en enverrai. » Mais l'argent n'arriva jamais, et les nouvelles devinrent de plus en plus rares, jusqu'à disparaître complètement. Et puis, il y a 6 mois, monsieur Henry mourut.
Daniel était dans le hangar lorsque l'attaque cardiaque foudroyante emporta le vieux mécanicien. Elle lui tint la main, sentit la vie s'échapper de ce corps fatigué, pleura sur ses mains calleuses qui lui avaient tout appris. Lors des funérailles simples, elle fut l'une des rares personnes présentes. Monsieur Henry n'avait pas de famille, seulement des connaissances. Et Daniel perdit son unique véritable ami, son maître, son père de cœur. La tragédie finale arriva un matin de mars. Daniel aidait sa mère à étendre le linge sur le fil quand elle vit le pick-up blanc arriver, soulevant de la poussière rouge. Arnaud Dubois, le gérant du domaine agricole Sainte-Claire, descendit du véhicule avec une mallette sous le bras et une expression froide sur le visage. Arnaud était un homme de 45 ans, grand, fort, portant toujours une chemise habillée, même par temps chaud, des lunettes de soleil coûteuses, une montre en or au poignet. Il avait la réputation d'être cruel envers les travailleurs les plus humbles, d'humilier ceux qui ne pouvaient pas se défendre. « Monsieur Dubois, Madame Dubois », dit-il sans saluer, jetant une mallette sur la table en bois de la véranda. « Je viens vous remettre un ordre d'expulsion. Le propriétaire n'a plus besoin de vous ici. Vous avez 15 jours pour quitter la terre. Cette propriété sera intégrée au domaine principal. » Daniel sentit le monde s'écrouler. Elle vit le désespoir dans les yeux de sa mère. Elle vit les larmes que Valérie ne put retenir. Elle vit la résignation défaite sur le visage de son père. « Mais comment, monsieur Dubois ?» implora Valérie. « Nous travaillons ici depuis 30 ans. Où allons-nous vivre ?» Arnaud haussa les épaules avec indifférence. « Ce n'est pas mon problème. 15 jours. Après cela, j'enverrai la police vous expulser de force. » Daniel était présente, mais Arnaud ne la regarda même pas. Pour lui, cette jeune femme de 19 ans, maigre, aux vêtements simples, n'existait pas. Elle était invisible, insignifiante, rien. Quand le gérant partit, Daniel serra sa mère qui sanglotait, tint son père qui restait silencieux et sentit tout le poids du monde tomber sur ses épaules. Cette terre, ces 5 hectares modestes, étaient tout ce que la famille possédait. Sans cela, ils seraient des mendiants, sans terre, sans place dans le monde. Cet après-midi-là, Daniel ne supporta pas de rester à la maison à voir la tristesse de ses parents. Elle sortit, marchant sur les chemins de terre rouge, les larmes coulant sur son visage, le cœur brisé. « Mon Dieu !» pensait-elle en voyant les interminables plantations de soja qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, toutes appartenant à l'agriculteur Olivier Mercier. « Mes parents ont tout donné, travaillant sur ces terres, et que puis-je faire ? Une jeune femme de 19 ans, sans études formelles, sans argent, sans rien. » C'est alors qu'elle passa devant le grand hangar à machines et entendit des voix altérées. Daniel s'approcha et vit une scène inhabituelle. Au moins 10 hommes réunis autour d'une machine imposante, une moissonneuse-batteuse, Case IH Axial Flow 9240. Un géant rouge rutilant qu'elle connaissait bien. La machine était arrêtée, complètement silencieuse, et tous les hommes autour semblaient frustrés. Il y avait des mécaniciens certifiés, des techniciens en uniforme, des travailleurs du domaine, tous regardant ce monstre de 3,2 millions d'euros, comme si c'était un casse-tête impossible à résoudre. Daniel connaissait cette machine. Monsieur Henry y avait travaillé de nombreuses fois, lui avait enseigné chaque détail, chaque système, chaque problème possible. Le moteur FPT Cursor, 13 de 571 chevaux. Le système hydraulique haute pression, la transmission PowerShift, les capteurs électroniques, tout. Elle s'approcha lentement, le cœur battant, et demanda timidement « Que s'est-il passé ?» Vous n'allez pas croire la réaction de ces hommes. La réaction fut instantanée et brutale, mes chers amis. Instantanée et brutale. Lorsque Daniel posa cette question simple et innocente, ces hommes se tournèrent vers elle comme s'ils avaient vu quelque chose d'absurde, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. « Sors d'ici, petite blonde !» cria l'un des mécaniciens. Un homme corpulent d'une 50aine d'années, la combinaison tachée de graisse noire, le ventre proéminent. « Monty, si tu cherches un mari, va en ville. Ici, ce n'est pas un endroit pour les femmes. » Et les rires commencèrent, cruels, forts, résonnant dans l'immense hangar. Daniel sentit son visage s'échauffer, mais elle ne bougea pas. Elle resta là, immobile,
regardant cette moissonneuse-batteuse géante qu'elle connaissait si bien. Un autre mécanicien, plus jeune, d'environ 35 ans, tout tatoué sur les bras, se joignit aux moqueries. « Regardez, les gars, la petite jeune femme croit qu'elle va nous apprendre la mécanique. Va laver le linge, petite, c'est ce que tu sais faire. Ou mieux, va chercher un mari travailleur qui te fera vivre. » Les rires devinrent encore plus forts. Un troisième homme, un technicien en uniforme bleu avec le logo du concessionnaire CAS IH brodé sur la poitrine, secoua la tête avec mépris. Ces jeunes filles d'aujourd'hui ne respectent plus rien. Elles pensent pouvoir se mêler des affaires d'hommes. Danielle sentit chaque mot comme un coup de poignard. Elle avait déjà été confrontée aux préjugés auparavant. Bien sûr que oui. Combien de fois M. Henry avait-il dû la cacher lorsque d'autres travailleurs apparaissaient dans le hangar? Combien de fois avait-elle entendu des commentaires malveillants, des blagues sur les femmes qui aiment les machines et qui, en réalité, cherchent un petit ami? Mais jamais, jamais de sa vie cela n'avait été aussi direct, aussi cruel, avec autant de témoins riant à ses dépens. C'est alors qu'Arnaud Dubois, le gérant qui avait fait expulser sa famille ce même matin, s'approcha du groupe et, quand il vit Danielle là, ses yeux brillèrent d'une méchanceté qui fit tordre l'estomac de la jeune femme. « Attendez, » dit Arnaud à voix haute, attirant l'attention de tous. « Je la connais, celle-là. C'est la fille de Valère, le vieil inutile qui habite la parcelle du fond. » Le silence qui s'ensuivit fut pire que les rires. Tous les hommes se tournèrent pour regarder Danielle avec ce regard, vous savez lequel? Ce regard qui évalue, qui juge, qui décide que vous ne valez rien en fonction des vêtements que vous portez, de la maison où vous vivez, du nom de famille que vous portez. Arnaud continua, sa voix pleine de venin. Toute la famille ne vaut même pas le prix du gazole que cette machine consomme en 1 heure. Le père est un paresseux qui n'a jamais rien fait de bon. La mère est toujours malade. Le frère s'est enfui de chez lui parce qu'il avait honte de la pauvreté. Et celle-ci vient donner son avis sur une machine de 3 millions d'euros. Les rires revinrent, plus contenus maintenant en présence du patron, mais toujours là, toujours cruels. Danielle sentit les larmes brûler ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Pas là, pas devant ces hommes. Elle pensa à sa mère à la maison, pleurant à cause de l'ordre d'expulsion. Elle pensa à son père, courbé par le poids d'une vie entière d'humiliation. Elle pensa à M. Henry, qui avait cru en elle quand personne d'autre n'y croyait. « J'ai juste demandé ce qui était arrivé à la machine, » dit Danielle, sa voix basse mais ferme. Arnaud fit un pas vers elle, le visage rouge de colère. « Et qui es-tu pour demander quoi que ce soit? Regarde-toi, vieille combinaison, sale de graisse. Tu n'as même pas de toit où mourir, et tu veux donner ton avis sur un équipement qui coûte plus que tout ce que ta famille gagnera en 10 vies. » L'un des mécaniciens certifiés, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux blancs et aux lunettes de vue, tenta d'être poli dans sa cruauté. « Écoute, petite jeune femme, je comprends que tu aies de la curiosité, mais c'est une affaire sérieuse, technique. Cela demande des années d'études, des certifications, de l'expérience. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend en regardant des vidéos sur Internet ou en écoutant des conversations de mécaniciens. » Son ton était condescendant, comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant stupide. Danielle regarda cet homme et quelque chose en elle commença à bouillir. Des années d'études, des certifications. Elle avait appris avec M. Henry, un homme qui réparait des machines avant même que ce monsieur ne naisse. Elle avait mémorisé des manuels techniques entiers à la lumière d'une bougie. Elle connaissait chaque vis, chaque valve, chaque circuit de cette machine arrêtée devant eux. Mais à quoi bon le dire? Qui la croirait? Tous ces hommes réunis, dit soudain Danielle, sa voix maintenant plus forte, plus claire, se surprenant elle-même. Des mécaniciens certifiés, des techniciens expérimentés du concessionnaire, et aucun d'entre vous ne parvient à trouver le défaut de la machine. Le silence fut instantané, lourd, tendu. Les hommes se regardèrent, certains avec colère, d'autres avec un pur choc.
Personne ne s'attendait à ce que cette humble jeune femme, cette petite blonde qu'ils humiliaient, ose répondre, ose remettre en question leurs compétences. Arnaud explosa. « Impudente! Comment oses-tu parler ainsi à ces professionnels? Va-t'en d'ici avant que je te traîne par les cheveux !» Il fit un pas menaçant vers Daniel et elle recula instinctivement, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir exploser dans sa poitrine. Ce fut à ce moment précis que le son d'un moteur puissant déchira l'air. Un pick-up Ford Ranger noir, rutilant, d'une valeur de 70 000 €, s'arrêta devant le hangar, soulevant de la poussière rouge. La porte s'ouvrit et Olivier Mercier en personne descendit. Le propriétaire du domaine agricole Sainte-Claire, un homme de 52 ans, grand de plus de 1,85 m, aux épaules larges, aux cheveux gris peignés en arrière, portant un jean coûteux, une chemise habillée blanche, des bottes en cuir véritable, un chapeau beige. Au poignet, une montre Rolex Submariner de 95 000 € brillait sous le soleil de l'après-midi. Olivier Mercier était propriétaire d'une propriété évaluée à 45 millions d'euros, l'un des plus grands producteurs de soja et de maïs de la région, respecté et craint à parts égales. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Olivier d'une voix d'autorité regardant autour du hangar. Tous les hommes se redressèrent immédiatement. Certains enlevèrent même leur casquette en signe de respect. Arnaud, le gérant, fut le premier à parler, et vous n'allez pas croire ce qu'il dit. « Patron, pardon de vous déranger avec ça, mais cette jeune femme sans vergogne est apparue ici, disant qu'elle sait réparer les machines, elle perturbe le travail des professionnels. » Olivier tourna son attention vers Daniel pour la première fois. Ses yeux, gris et froids comme l'acier, l'évaluèrent de haut en bas. Il vit la combinaison bleu clair, tachée de vieille graisse, les gants blancs usés mais propres qu'elle tenait dans ses mains, les pieds chaussés de vieilles bottes en caoutchouc, le visage en sueur et poussiéreux, et surtout, il vit son origine, sa pauvreté, son insignifiance aux yeux d'un homme qui manipulait des millions. « C'est la fille de Valère, patron, » continua Arnaud, du poison pur dans la voix. « Cette famille que vous avez fait expulser aujourd'hui. Le père est un fainéant qui n'a jamais travaillé correctement. La jeune femme doit être désespérée, cherchant à attirer l'attention, je ne sais quoi. » Les rires revinrent, plus contenus maintenant en présence du patron, mais toujours là, toujours cruel. Olivier Mercier avait tout dans la vie. Il avait hérité du domaine agricole Sainte-Claire de son père à 28 ans et avait multiplié son patrimoine par 10 en 2 décennies. Il avait l'argent, le pouvoir, le respect, l'influence politique dans la région, mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas, l'humilité, la richesse, le succès, les années à être obéi et adulé par tous autour de lui avaient créé en lui une arrogance, un mépris pour ceux qu'il considérait inférieurs. Et à ce moment-là, en regardant cette jeune femme pauvre, sale de graisse, fille d'un ouvrier agricole dont il ne se souvenait même pas avoir autorisé l'expulsion, Olivier ne ressentit que du mépris. « Alors, tu penses savoir réparer les machines, hein ?» demanda-t-il, sa voix chargée de sarcasme. Daniel déglutit difficilement, mais garda un regard ferme. « Monsieur Henri m'a appris, monsieur Mercier. J'ai appris avec lui pendant des années. » La mention du vieux mécanicien fit froncer les sourcils à Olivier. « Monsieur Henri est mort il y a 6 mois, et il ne m'a jamais parlé d'une apprentie femme. Tu as dû rester là à le regarder travailler, et tu as cru avoir appris quelque chose. » Les hommes rirent de nouveau. L'un d'eux commenta à voix haute, « C'est comme ces gens qui regardent des vidéos de chirurgie sur YouTube et croient être devenus médecins. » Plus de rire. Daniel sentit l'humiliation brûler comme un feu ardent dans ses veines, mais quelque chose de plus fort grandissait en elle. Pas la rage explosive et incontrôlée, mais cette rage froide, concentrée, qui apporte de la clarté au lieu de la confusion. C'est alors qu'Olivier Mercier eut une idée terrible, cruelle, mais qui pour lui, en ce moment d'arrogance suprême, semblait amusante. Il regarda la moissonneuse-batteuse arrêtée, pensa aux 180 000 € de pertes par jour de récolte retardée, regarda les mécaniciens qui n'arrivaient pas à trouver le problème depuis 2 jours.
puis regarda cette jeune femme pauvre qui osait dire qu'elle savait réparer les machines. « Très bien, petite blonde, » dit Olivier, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. « Je vais faire un pari avec toi. » Il fit une pause, laissant le suspense monter. Savourant le moment, tous les hommes restèrent silencieux, curieux. « Si tu répares ma case IH en 12 minutes, je te donne 50 000 €. L'impact de ces mots fut comme une bombe. 50 000 €. Pour ces hommes qui gagnaient des salaires de 3 000, 4 000 € par mois, c'était une fortune. Pour Daniel, dont la famille survivait avec moins de 2 000 € par mois, c'était une somme impossible à imaginer. Mais Olivier n'avait pas terminé. Il s'approcha de Daniel, sa taille imposante, la forçant à lever les yeux, et compléta d'une voix basse et menaçante « Mais si tu échoues, comme nous savons tous que tu le feras, toi et ta famille, quittez ma propriété dès aujourd'hui. Aujourd'hui, sans droit à aucune indemnisation, sans droit à rien. Prenez vos affaires et partez. » Arnaud éclata de rire. « Ça, patron, remettez cette prétentieuse à sa place. » Les autres mécaniciens échangèrent des regards mal à l'aise. Certains trouvèrent le pari trop lourd, trop cruel, mais personne n'osa contredire le patron. Olivier retira sa très chère Rolex de son poignet, regarda le cadran et dit « 12 minutes, pas une seconde de plus. Acceptes-tu le pari, petite blonde ?» Daniel regarda cet homme riche, puissant, cruel. Elle regarda les mécaniciens autour, tous attendant qu'elle recule, attendant qu'elle pleure et s'enfuit. Elle regarda la moissonneuse-batteuse, cette machine imposante qu'elle connaissait mieux que sa propre maison, et pensa à sa mère à la maison, malade, en pleurs. Elle pensa à son père, vieux et fatigué, sans force pour recommencer ailleurs. Elle pensa que si elle refusait le pari, sa famille serait expulsée de toute façon. Mais elle pensa aussi à Monsieur Henri. Elle pensa aux centaines d'heures passées dans ce hangar, apprenant, mémorisant, pratiquant. Elle pensa à chaque leçon, chaque enseignement, chaque moment où le vieux mécanicien lui avait dit « Ma petite, tu as le don, tu iras loin un jour ». Et elle sut qu'elle ne pouvait pas décevoir sa mémoire, qu'elle ne pouvait pas gaspiller tout ce qu'il lui avait donné. « J'accepte », dit Daniel, sa voix sortant ferme et claire, se surprenant elle-même. Olivier sourit. Ce sourire de celui qui sait déjà qu'il a gagné. Il regarda de nouveau sa montre et annonça à voix haute. « Témoin, notez bien l'heure. Il est exactement 15h47. Votre temps commence maintenant. » Chers amis, ce qui s'est passé dans les minutes suivantes est quelque chose que je n'oublierai jamais. Jamais. Daniel s'approcha de cette moissonneuse-batteuse géante, ce monstre rouge de 3,2 millions d'euros. Et pendant un instant, juste un instant, elle ferma les yeux, respira profondément. Et vous savez ce qu'elle fit? Elle dialogua mentalement avec Monsieur Henri, comme s'il était là, à côté d'elle. « Monsieur Henri, pensa-t-elle, vous avez dit que j'avais le don, vous avez dit que j'irais loin. S'il vous plaît, aidez-moi maintenant, aidez-moi à me souvenir de tout ce que vous m'avez appris. » Et quand elle rouvrit les yeux, ses mains ne tremblaient plus. Il y avait un calme, une certitude qui venait de quelque part au plus profond d'elle. Les hommes autour étaient tous silencieux, observants maintenant. Certains avaient encore des sourires moqueurs sur les lèvres, d'autres étaient simplement curieux de voir cette jeune femme échouer lamentablement. Olivier Mercier était appuyé sur le côté de son Ranger, les bras croisés, regardant sa montre toutes les quelques secondes. Arnaud Dubois avait un large sourire sur le visage, anticipant déjà le plaisir d'expulser cette famille cet après-midi même. Daniel monta sur la plateforme latérale de la moissonneuse-batteuse avec l'agilité de quelqu'un qui avait fait cela 1000 fois. Ses vieilles bottes trouvèrent les marches métalliques avec précision. Elle ouvrit la porte de la cabine et entra, s'asseyant sur le siège de l'opérateur. L'odeur à l'intérieur de la cabine était familière, réconfortante. Plastique chauffé par le soleil, gazole, cette odeur spécifique de machine agricole neuve. « 1 minute !» cria quelqu'un en bas. Daniel ignora. Elle tourna la clé de contact et rien. La machine ne démarra pas,
mais elle s'y attendait déjà. Le tableau de bord électronique s'alluma, affichant plusieurs codes d'erreur en rouge vif. Elle commença à lire les codes, ses doigts naviguant sur le système de diagnostic tactile avec une familiarité impressionnante. Erreur 3462. Défaillance critique du système hydraulique. Pression de fonctionnement en dessous de la limite minimale. Lut-elle à voix basse, plus pour elle-même. Erreur 3473. Le système de relevage de la plateforme ne répond pas. Erreur 505.521. Mode de sécurité activé pour la protection du moteur. Daniel ferma les yeux de nouveau, visualisant le diagramme du système hydraulique que M. Henry lui avait dessiné tant de fois dans un vieux cahier. Elle descendit de la cabine et se dirigea directement vers le compartiment latéral, où se trouvait l'accès au système hydraulique. Ses mains, maintenant gantées de ces gants blancs qu'elle gardait comme un trésor, travaillaient avec rapidité, mais sans précipitation. 2 minutes et demie, cria quelqu'un. Daniel resta concentré, ouvrant le panneau d'accès avec un tournevis qu'elle prit dans la boîte à outils proche. Elle ne sait même pas ce qu'elle cherche, commenta l'un des mécaniciens certifiés en secouant la tête. Elle fait juste semblant de savoir ce qu'elle fait. De petits rires, mais un autre mécanicien, l'homme aux cheveux blancs, observait avec plus d'attention. Il y avait quelque chose dans la manière dont cette jeune femme bougeait, dans la confiance de ses gestes, qui ne semblait pas fin. Daniel localisa l'ensemble de vannes de contrôle directionnel du système de relevage de la plateforme de coupe. C'étaient 3 vannes travaillant ensemble, contrôlant le flux d'huile hydraulique à haute pression. Elle commença à démonter l'ensemble, ses doigts travaillant avec la précision d'un chirurgien. Chaque vis retirée était placée soigneusement sur un chiffon à côté, en ordre pour ne rien perdre. 4 minutes. La voix d'Olivier maintenant, impatiente. La moitié du temps est écoulée, petite blonde, et je ne vois aucun progrès. Plus de rire. Mais Daniel était dans un autre monde. Elle était entrée dans cet état que M. Henry appelait « conversation avec la machine », où rien d'autre n'existait qu'elle et le problème à résoudre. Quand elle réussit finalement à retirer la vanne de dosage hydraulique principale, celle qui contrôlait tout le système, elle la tint dans la paume de sa main et l'examina soigneusement sous la forte lumière du soleil de l'après-midi. La vanne était neuve, c'était évident. Le métal avait encore cet éclat de pièces fraîchement fabriquées, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Daniel tourna la pièce, cherchant le numéro de série gravé sur le corps de la vanne, et alors elle vit. Le numéro de série était bien gravé au laser sur le métal, mais il ne correspondait pas au standard original Case IH. Daniel avait mémorisé ces standards, car M. Henry soulignait toujours l'importance d'utiliser des pièces d'origine. « Ma petite, une pièce fausse, c'est du poison pour la machine, » disait-il. Ça semble pareil, mais ça ne supporte pas la pression, ça ne supporte pas la chaleur, ça ne supporte pas le travail intensif. 5 minutes, cria-t-on en bas. La moitié du temps était passée. Daniel continua son inspection. Elle prit une clé micrométrique dans la boîte à outils et mesura les dimensions critiques de la vanne. Les mesures étaient hors spécification, déviant de dixièmes de millimètre, ce qui faisait toute la différence dans un système fonctionnant à 3200 psi de pression. Mais elle avait besoin de plus de confirmation. Daniel se dirigea vers le filtre de retour hydraulique, un autre composant critique du système, le démonta rapidement, ses doigts déjà tachés d'huile hydraulique rougeâtre. Quand elle ouvrit le filtre et examina l'élément filtrant interne, ses yeux s'écarquillèrent. Le filtre était contaminé par des particules métalliques, résidus d'une pièce de mauvaise qualité, s'usant prématurément. 6 minutes. La voix d'Arnaud, maintenant pleine d'une joie maligne. La moitié du temps est écoulée, petite blonde. Commence à faire les valises de ta famille. Des rires. Mais Daniel n'écoutait pas parce qu'elle venait de tout comprendre. Ce n'était pas une défaillance normale de la machine, c'était du sabotage. Quelqu'un avait délibérément installé des pièces contrefaites de mauvaise qualité qui allaient provoquer la défaillance du système. Daniel se leva de l'endroit où elle était agenouillée et se tourna vers les hommes réunis.
Son visage était sale d'huile, ses cheveux blonds collés à son front par la sueur, mais ses yeux brillaient d'une certitude inébranlable. « Monsieur Mercier !» cria-t-elle, sa voix coupant l'air comme une lame. Tous se turent. Olivier s'approcha, irrité par l'interruption. « Quoi? Tu as abandonné? Tu es prête à admettre que tu ne sais rien ?» demanda-t-il avec dédain. Daniel regarda directement dans les yeux de cet homme puissant et dit d'une voix ferme et claire: « Le problème n'est pas une défaillance normale de la machine, monsieur Mercier. Quelqu'un a installé des pièces contrefaites dans le système hydraulique. » Le silence qui s'ensuivit fut absolu. On pouvait entendre le vent souffler dans les plantations de soja au loin. « Quoi ?» dit Olivier en fronçant les sourcils. Daniel continua, sa voix maintenant plus forte pour que tous entendent. « La vanne de dosage hydraulique et le filtre de retour sont des copies bon marché, contrefaites. Regardez le numéro de série ici. » Elle montra la vanne dans sa main. Il ne correspond pas au standard original Case IH. Les dimensions sont hors spécification et le filtre est contaminé par des résidus métalliques d'usure prématurée. Olivier prit la vanne des mains de Daniel et l'examina. Son visage, qui montrait auparavant du mépris et de l'amusement, commença à devenir sérieux. « Ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-il. « J'ai remplacé ces pièces il y a 2 semaines. C'étaient des pièces neuves achetées par l'intermédiaire d'Arnaud, qui a personnellement supervisé la maintenance. » Ce fut à ce moment que tous les regards se tournèrent vers Arnaud Dubois. Le gérant était pâle, son visage suait froid, bien que l'après-midi ne fût pas si chaud. « C'est un mensonge !» balbutia-t-il. La jeune femme ne sait pas de quoi elle parle. Elle invente des excuses parce qu'elle ne peut pas réparer. Mais Daniel n'avait pas terminé. Les pièces contrefaites ne supportent pas la pression de fonctionnement de 3200 psi de ce modèle de moissonneuse-batteuse, continua-t-elle, sa voix pleine d'une autorité technique qui impressionna même les mécaniciens certifiés. Le système a détecté la chute de pression et est entré automatiquement en mode de sécurité pour protéger le moteur FPT Cursor 13 des dommages. C'est pourquoi la machine ne démarre pas. Ce n'est pas une panne mécanique, c'est le système de protection qui fonctionne exactement comme il le devrait. L'un des mécaniciens certifiés, l'homme aux cheveux blancs, s'approcha. « Puis-je voir ces pièces ?» Daniel lui tendit la vanne et le filtre. Le mécanicien examina attentivement, prit une lampe de poche et regarda les numéros de série avec soin. Son visage devint de plus en plus sérieux. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « La jeune femme a raison. Ces pièces sont contrefaites. J'ai déjà vu des cas similaires dans d'autres domaines. Des fournisseurs malhonnêtes vendent des pièces pirates à un prix légèrement inférieur à l'original. »« Le temps !» cria quelqu'un. Rappelant que le temps courait toujours, Olivier Mercier regardait maintenant Arnaud avec une expression mêlant choc et colère grandissante. « Arnaud !» dit-il, sa voix basse mais chargée d'autorité. Qui était le fournisseur de ces pièces? Le gérant était acculé, et il le savait. Il tenta une dernière fois. « Patron, je peux expliquer. C'était une erreur honnête. Le fournisseur m'a trompé. Je ne savais pas que... » Mais Olivier le coupa d'un geste de la main. « Ne me mens pas. Non, maintenant cette jeune femme a prouvé que tu as installé de fausses pièces et elle a soulevé une très bonne question. Combien de fois cela est-il arrivé? Combien d'autres machines ont des pièces contrefaites? » C'est alors que l'un des travailleurs du domaine, un homme plus âgé qui avait toujours travaillé dans le hangar, s'approcha timidement. « Monsieur Mercier, pardon, mais j'ai toujours trouvé cela étrange. Vos machines tombaient en panne beaucoup plus que la normale, et toujours au plus fort de la récolte. J'en ai parlé à Arnaud plusieurs fois, mais il m'a dit que c'était normal, que les machines tombent toujours en panne. » Olivier sortit son téléphone de sa poche. « J'appelle mon avocat et la police. Personne ne bouge d'ici tant que cela n'est pas éclairci. » Arnaud pâlit complètement. « Patron, pour l'amour de Dieu, j'ai une famille, j'ai des enfants. » Mais Olivier était implacable. « J'ai aussi une entreprise que tu as presque détruite. Combien de millions ai-je perdu à cause de toi?
Combien de temps de récolte ai-je perdu? Combien de contrats ai-je manqué? La police arriva en 40 minutes avec l'avocat d'Olivier. L'enquête commença là, dans le hangar. Arnaud, voyant qu'il n'avait plus d'issue, commença à confesser. Et vous n'allez pas croire la profondeur de sa trahison. Il avait été approché il y a plus d'1 an par Augustin Fournier, le principal concurrent d'Olivier, dans la région, propriétaire du domaine agricole Bonne Espérance. Augustin avait offert à Arnaud 5 000 € par mois pour saboter les opérations du domaine agricole Sainte-Claire. La stratégie était simple et dévastatrice, faire tomber les machines en panne, toujours au moment critique de la récolte. Installer des pièces contrefaites qui dureraient juste assez longtemps pour passer la garantie, mais tomberaient en panne quand elles seraient le plus nécessaires. Retarder les semis, retarder les récoltes, faire perdre à Olivier des contrats de millions d'euros pour la fourniture de soja à de grandes entreprises. Avec Olivier affaibli et perdant en crédibilité, Augustin Fournier pourrait acheter le domaine agricole Sainte-Claire à un prix bien inférieur à sa valeur réelle. Au cours des 6 derniers mois, les pertes d'Olivier Mercier s'étaient élevées à 2,3 millions d'euros. Contrats perdus, amendes pour retard de livraison, machines à l'arrêt, récoltes retardées. Et tout cela orchestré par un homme en qui il avait une confiance totale, son gérant depuis plus de 10 ans. Mais la confession d'Arnaud apporta quelque chose d'encore plus choquant. « Et l'expulsion de la famille Dubois ?» demanda le commissaire de police en prenant des notes. Arnaud baissa la tête. « J'ai falsifié l'ordre. Le patron n'a jamais autorisé. » Le silence fut absolu. Daniel, qui était assise sur un banc appuyé contre le mur du hangar, leva brusquement la tête. « Quoi ?» murmura-t-elle. Olivier Mercier se tourna lentement vers Arnaud. Son visage était un masque de choc et d'horreur. « Tu as fait quoi ?» Arnaud pleurait maintenant. Des larmes de désespoir et de honte. « Augustin Fournier m'a ordonné. Il m'a dit de causer le plus de problèmes possible. Expulser des travailleurs sans motif, créer des conflits, vous faire passer pour un patron cruel et inhumain. Il voulait que votre réputation soit ruinée dans la région. » La révélation tomba comme une bombe. Olivier s'approcha de Daniel, qui avait des larmes sur le visage. Elle avait été une pièce dans un jeu de pouvoir et d'avidité qui n'avait rien à voir avec elle ou sa famille. Son père, sa mère, cet ordre d'expulsion qui avait brisé leur cœur ce matin-là, tout cela avait été un mensonge, une cruauté calculée. « Ma petite », dit Olivier. Et pour la première fois, sa voix était empreinte d'une émotion authentique. « Je n'en avais aucune idée. Je n'ai jamais autorisé l'expulsion de votre famille. Je ne savais même pas que vous viviez sur cette parcelle. Votre père a toujours été un bon travailleur. Votre mère a toujours été respectueuse. Il s'arrêta en déglutissant difficilement. Je vous dois des excuses que je ne sais même pas comment exprimer. Olivier s'agenouilla devant Daniel. Un homme d'un patrimoine de 45 millions d'euros, l'un des agriculteurs les plus puissants de la région, s'agenouilla devant une jeune femme pauvre de 19 ans. Tu as sauvé mon domaine, sauvé ma réputation, sauvé mon entreprise, et j'allais t'humilier, te détruire, te prendre la seule chose que ta famille possède. J'ai été un sot arrogant et cruel. » Daniel pleurait ouvertement maintenant, toute la tension, toute la peur, toute l'humiliation des dernières heures s'échappant en sanglots profonds. « Mes parents, Monsieur Mercier, mes parents sont à la maison, pensant qu'ils vont être expulsés aujourd'hui. Ma mère est malade, mon père est vieux. » Elle ne put continuer. Olivier se leva et tendit la main à Daniel. « Viens avec moi maintenant. Nous allons chez toi. Je vais demander pardon à tes parents personnellement et je vais réparer cette injustice. » Il se tourna vers l'un des travailleurs. « Prépare mon pick-up. » Et il désigna l'avocat. « Apporte les documents de propriété de cette parcelle de 5 hectares. Je veux un titre de propriété définitif au nom de la famille Dubois. Aujourd'hui, maintenant. » Avant de partir, Olivier sortit son chéquier de sa poche. Avec des mains qui tremblaient légèrement, il remplit un chèque de 50 000 € et le tendit à Daniel.
Un pari. C'est un pari. Tu as rempli ta part. Ces 50 000 € sont à toi. Mais ce n'est même pas assez pour ce que tu as fait pour moi. Arnaud Dubois fut emmené par la police, menotté. Augustin Fournier serait enquêté et ferait face à des poursuites pour sabotage industriel et association de malfaiteurs. Mais à ce moment-là, tout ce qui importait, c'était une jeune femme de 19 ans assise sur le siège d'un pick-up cher, à côté d'un homme riche qui avait enfin appris une leçon sur l'humilité, le respect et la vraie valeur d'une personne. Le pick-up d'Olivier Mercier souleva de la poussière rouge sur le chemin de terre jusqu'à la modeste maison de la famille Dubois. Quand ils descendirent, Daniel vit sa mère Valérie, assise sur la véranda, le visage gonflé d'avoir tant pleuré. Son père, Valère, se tenait à côté d'elle, les épaules courbées, vaincu. Il faisait ce que l'on fait quand on perd tout, essayant d'accepter l'inacceptable. Quand Valérie vit sa fille descendre de ce pick-up cher à côté du patron, son cœur s'emballa de peur. « Mon Dieu, qu'a fait la petite ?» pensa-t-elle, imaginant le pire. Mais alors elle vit le visage de Daniel, vit les larmes, vit quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas du désespoir, c'était du soulagement. « Monsieur Dubois, Madame Dubois », commença Olivier, retirant son chapeau avec respect et s'approchant de ce couple humble. Sa voix était différente, sans son arrogance habituelle. « Je suis venu ici pour vous demander pardon pour la souffrance que je vous ai causée. » Valère et Valérie se regardèrent, confus. Olivier continua, et les mots qui sortirent de sa bouche changèrent tout. « Votre expulsion était une farce, un mensonge de mon gérant traître. Je n'ai jamais autorisé cela. Cette terre est à vous. Elle a toujours été à vous pour travailler et vivre. Et maintenant, elle sera officiellement à vous avec un titre de propriété définitif. » Valérie porta la main à sa bouche, un sanglot s'échappant. Olivier se tourna vers Daniel et dit « Votre fille, chers parents, a sauvé mon domaine aujourd'hui. C'est un génie, un véritable cadeau. Elle mérite tout le respect et l'admiration du monde. » Et puis Olivier raconta tout. Le pari, la moissonneuse-batteuse en panne, la découverte du sabotage, la trahison d'Arnaud, tout. Quand il eut terminé, Valère Dubois avait des larmes qui coulaient sur son visage ridé. Il regarda sa fille, cette jeune femme qu'il avait empêchée d'étudier, qu'il avait punie pour avoir voulu apprendre, et vit pour la première fois qui elle était vraiment. Olivier ne s'arrêta pas là. Il offrit à Daniel le poste de gérante du hangar à machines du domaine agricole Sainte-Claire, avec un salaire de 8 500 € par mois, un logement sur le domaine s'il le souhaitait, et tous les avantages. Et plus encore, continua-t-il, je vais transférer définitivement, avec un acte enregistré chez le notaire, cette parcelle de 5 hectares où vous vivez, plus 10 hectares adjacents de bonnes terres cultivables, 15 hectares au total, évalués à 420 000 €. Et je vais souscrire une mutuelle santé haut de gamme pour toute votre famille, afin que Madame Valérie ait accès aux meilleurs médecins pour prendre soin de son diabète et de son cœur. Valérie s'effondra en larmes. Daniel courut serrer sa mère dans ses bras, toutes deux pleurant ensemble sur cette véranda en bois. Valère Dubois, cet homme dur que la vie avait encore plus endurci, tomba à genoux devant sa fille. « Ma petite, sanglota-t-il, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout. J'ai été un sot, un homme ignorant et cruel. Tu as toujours été spécial, et je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas voulu le voir. » Daniel serra son père avec force, sentant des décennies de douleur et d'incompréhension se dissoudre dans cette étreinte. « Je t'aime, papa, et je prendrai soin de toi, de maman et des machines, parce que j'aime ça. J'aime les tracteurs, j'aime les moteurs, j'aime tout ça. C'est ce que je suis. » À ce moment-là, avec le soleil se couchant sur les plantations dorées de soja, une famille fut guérie, une jeune femme fut enfin reconnue, et un homme riche apprit l'humilité. Daniel prit le téléphone qu'Olivier lui avait prêté et appela le numéro que sa mère gardait de son frère. « Marc, c'est moi, Daniel. Rentre à la maison, s'il te plaît. On a besoin de toi. Les choses ont changé. Maman a besoin de toi. » Marc,
qui travaillait comme agent de sécurité à Bordeaux, vivant dans une petite chambre exiguë, pleura au téléphone. « Je rentre demain, ma petite sœur. Je rentre. Mes chers amis, maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite, car cette histoire ne se termine pas ici. Elle ne faisait que commencer. 2 ans et demi se sont écoulés depuis ce jour transformateur. Daniel Dubois, maintenant âgé de 21 ans, est devenu une légende dans la région d'Agen. Le hangar à machines du domaine agricole Sainte-Claire, sous sa direction, est devenu une référence dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Elle a mis en place un système de maintenance préventive qui a réduit les pannes de 87%, économisant 1,4 million d'euros par an à Olivier. Daniel s'est inscrite à un cursus d'ingénierie mécanique à distance dans une université publique, étudiant toutes les nuits après le travail. Sa moyenne, 9,5. Avec ses salaires et les 50 000 euros qu'elle avait sagement investis, elle a acheté un pick-up Ford Ranger 2022, neuf, d'une valeur de 45 000 euros pour son père. Valère conduit ce pick-up sur les chemins du domaine avec une fierté qui lui remplit la poitrine, montrant à tout le monde « c'est ma fille qui l'a acheté, ma fille, la gérante ». Marc est revenu et a commencé à travailler comme superviseur des semis sur le domaine. Elle lui a offert une Peugeot 504 coupé de 1979, restaurée, évaluée à 85 000 euros. C'était le vieux rêve de son frère. Et voir son visage, quand elle lui a remis les clés, a été l'un des moments les plus heureux de la vie de Daniel. Valérie est en bonne santé. Elle est suivie régulièrement par un cardiologue et un endocrinologue en ville. Ses examens montrent une amélioration significative. Daniel l'emmène personnellement à chaque consultation, conduisant prudemment sur les chemins de terre, discutant de la vie, des rêves, de l'avenir. « Maman, j'aime cette vie », dit Daniel alors qu'elle rentre à la maison, le soleil se couchant sur les cultures. La vie tranquille à la campagne, l'odeur de la terre, le ronflement des moteurs, c'est ma place, ça l'a toujours été. Et savez-vous ce qu'elle fait d'autre? Daniel forme de jeunes apprentis, en particulier des jeunes femmes de la région, partageant les connaissances que M. Henry lui a transmises. Chaque semaine, sans faute, elle visite la tombe du vieux mécanicien, apportant des fleurs et racontant les machines qu'elle a réparées, les problèmes qu'elle a résolus, les vies qu'elle a changées. « Merci, monsieur Henry », murmure-t-elle en touchant la pierre tombale en granit. « Vous avez dit que j'irais loin et vous aviez raison. » Olivier Mercier est devenu un homme différent, plus humble, plus attentif envers ses travailleurs, plus reconnaissant de la leçon que cette jeune femme de 19 ans lui a enseignée. Et Daniel, elle est heureuse, épanouie, respectée. Car le talent, mes amis, ne choisit ni le genre, ni la classe sociale, ni le diplôme. Le talent est simplement, et quand il trouve une opportunité, il s'épanouit.